Bienvenue sur la chaîne Estime de Soi, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les épisodes prochains. Il allait par la campagne au milieu des champs, jeune garçon de 16 ans, quand il leva son regard et vit un cortège de hérons blancs traverser le ciel à grande altitude. Et rien d'autre, rien que la blancheur des créatures vivantes ramant sur le ciel bleu, rien que ces deux couleurs l'une contre l'autre. Cet ineffable sentiment de l'éternité pénétra un instant dans son âme et détacha ce qui était lié, lia ce qui était attaché, au point qu'il tomba comme mort. Hugo von Hofmannsthal. Le goût simple et foudroyant de la vie. Respirer, marcher, parler, regarder, toutes choses ordinaires dont on ne s'aperçoit de la valeur que lorsqu'on a failli les perdre pour toujours. Les rescapés d'accidents, de maladies ou d'événements de vie graves racontent tous la même histoire et la même sensation liée à cette prise de conscience, vivre est une chance. Et en prendre conscience peut être bouleversant. Comportement et personnalité autotélique, absorption et plénitude. Dans toutes les traditions philosophiques, on retrouve des encouragements à se consacrer simplement et intensément à ce que l'on est en train de faire, même s'il s'agit d'actes très simples de la vie quotidienne. Le psychologue américain Mihaly Csikszentmihalyi a développé toute une théorie sur ce qu'il nomme les activités autotéliques, du grec autos, soi, et télos, but ou fin. C'est-à-dire l'ensemble des activités auxquelles nous nous livrons lorsque nous le faisons en l'absence d'autre but que le plaisir de le faire. Marcher dans la nature, non pas pour aller quelque part mais pour le plaisir de marcher, jardiner non pas pour manger ce que l'on va récolter mais parce qu'on aime s'activer dans son jardin, jouer d'un instrument de musique non pour être admiré ou en vue d'un concert mais pour le simple plaisir de produire de l'harmonie. Ce qui risque d'altérer le plaisir intense et le sentiment de plénitude à pratiquer ces activités, cela peut être la pression liée à l'atteinte de l'objectif, ou la pollution par d'autres pensées et d'autres émotions, marcher mais en pensant à ses soucis, jardiner mais en pestant contre son conjoint ou ses voisins, etc. On peut très bien commencer une activité sans avoir l'esprit tourné vers elle et peu à peu s'y absorber parce que l'on y prend plaisir, parce qu'on la maîtrise, parce qu'on sent inconsciemment qu'elle nous permet d'atteindre un état de conscience très particulier que Csikszentmihalyi nomme le flow, le flux, et qui est tout simplement une des manières de se rapprocher du bonheur par immersion intense dans ce que l'on est en train de faire. Car il semble que ce type d'état mentaux puisse rendre de grands services à notre équilibre psychologique. C'est pourquoi l'on est en train d'intégrer à l'arsenal des techniques psychothérapiques déjà existantes des outils dérivés de la méditation, qui ont pour but d'aider les personnes qui en ont besoin à faciliter la venue de ce type d'état de conscience. Méditation et présence à l'instant, la nécessité de l'entraînement de l'esprit. La société contemporaine ne nous aide pas en matière de capacité de concentration et d'absorption dans une tâche. Notre attention est de plus en plus souvent sollicitée par des distracteurs et des interrupteurs d'attention de toutes sortes, coups de téléphone fixe ou portable, messages internet, musique en tout lieu, sollicitations publicitaires, toujours sous les yeux quelque chose à lire ou à regarder. Lorsque nous regardons la télévision, au moindre fléchissement d'intérêt du programme, nous ressentons la tentation de changer de chaîne puisque nous savons que des dizaines et bientôt des centaines de programmes sont diffusés en même temps. C'est d'une certaine façon une chance, puisque cela signifie tout de même que nous vivons dans un monde dense, riche et stimulant. Mais cela nécessite que nous soyons résistants pour ne pas voir nos capacités de concentration et d'attention voler en éclats sous la déferlante de ces sollicitations telle qu'aucune autre époque n'en a produit. On peut se demander si la multiplication des troubles de l'attention chez les enfants, et même chez certains adultes, ne provient pas en partie de cette mutation sociale. Non pas que la société créerait ces pathologies ou ces déséquilibres, qui ne sont pas toujours maladifs,
mais il est probable qu'elle les révèle chez ceux d'entre nous qui ont les plus faibles capacités de concentration et de focalisation de l'attention. Et comme l'école semble se résigner et prendre acte, en fragmentant de plus en plus les séquences pédagogiques, au lieu d'essayer d'apprendre aux enfants à se concentrer par des exercices spécifiques, on peut supposer que le problème n'est pas près d'être réglé. Il n'y a pas que les pollutions de l'attention. Il y a également l'overthinking, la rationalisation permanente, le recours constant au raisonnement logique qui peut parfois finir par étouffer l'intuition et qui, parfois aussi, part en vrille. Tant de déprimés ou d'anxieux sont ainsi victimes de leur logique, à laquelle ils adhèrent et qui fabrique l'essentiel de leurs symptômes. Paul Valéry écrivait malicieusement « Parfois je pense, parfois je suis ». Clair message. Il arrive que penser nous détourne de certaines choses ou manières d'être essentielles. La méditation n'a pas à remplacer la pensée, mais à en représenter un autre mode. C'est pourquoi les techniques de méditation de type pleine conscience, mindfulness, connaissent un succès croissant dans le monde de la psychothérapie, mais aussi du développement personnel. Le terme méditation inquiète parfois lorsqu'il est proposé dans l'univers du soin, car il semble nécessairement associé à une pratique religieuse ou philosophique. Mais la méditation dont il est ici question est simplement ce que l'on pourrait appeler un entraînement de l'esprit, selon les termes de mon ami le moine bouddhiste Mathieu Ricard. Entraînement de l'esprit vers davantage de liberté, pour choisir sur quoi porter et maintenir son attention. Être libre, c'est être maître de soi-même et des mouvements de son âme. Quelques exercices. Les règles de la méditation de type pleine conscience sont simples. M'installer confortablement, fermer les yeux ou me concentrer sur un point précis. Chercher simplement à garder mon esprit ici et maintenant et diriger mon attention vers l'instant présent et la présence à l'instant. Mes sensations physiques, ma respiration, les bruits et les odeurs autour de moi, les pensées qui traversent mon esprit. Me rapprocher le plus possible, selon les jours cela sera plus ou moins réalisable, d'une attitude mentale d'acceptation de ce qui arrive à mon esprit. Ne pas faire de projet, ruminer, anticiper. Si cela arrive, et cela arrivera, revenir doucement à l'instant présent et à l'attitude d'observation de ces phénomènes mentaux. Les observer, je vois que je suis inquiet ou en colère, mais sans y participer. Acceptation aussi envers mes difficultés à procéder ainsi. Ne pas m'agacer de me mettre à penser à autre chose. C'est normal. Revenir juste, doucement, à l'instant présent. Adopter un état d'esprit non jugemental. Ne pas chercher à me dire « c'est bien » ou « c'est mal », juste constater ce qui est, sans juger. Je donne souvent à mes patients le conseil de pratiquer tous les matins et si possible plusieurs fois dans la journée, un tout petit exercice. Se tenir debout, bien droit, les jambes légèrement écartées pour se sentir bien stable, face à une fenêtre ou à un bout de ciel, et être présent tranquillement, le temps de 10 cycles respiratoires, inspirer, expirer, tranquille. Durant ces 10 mouvements de notre respiration, n'avoir pour autre but que se sentir exister. Ramener notre esprit ici et maintenant. Ces brefs exercices servent d'amorçage ou de réamorçage à notre logiciel mental de capacité à prendre du recul. Un seul et principal objectif à ces exercices, rester présent à l'instant. Ou plutôt, ramener tout doucement et inlassablement mon esprit à l'instant présent, car évidemment, il n'a de cesse de s'éloigner vers mes préoccupations passées ou à venir. C'est normal. Notre cerveau est fait pour ça, pour surveiller ce qui se passe dans notre vie, pour régler des problèmes, pour balayer tous les dangers à venir, etc. Enfin, il n'est pas seulement fait pour ça. Disons aussi qu'habituellement, nous ne nous en servons presque que pour ça.
Cette méditation n'est pas seulement de la relaxation, où l'on cherche simplement, ce qui est déjà bien, à mettre son corps au calme, ni de la pensée positive, où l'on chercherait à avoir de bonnes pensées, ce qui serait déjà utile. La méditation vise en réalité au-delà, apprendre à devenir l'observateur attentif de ces phénomènes mentaux, corporels et émotionnels, sans chercher à peser sur leur déroulement, dans un premier temps du moins. Ces techniques de méditation peuvent évidemment se développer et s'apprendre. Et elles correspondent à une réalité de modification cérébrale fonctionnelle tout à fait tangible, que l'on commence à observer par des études de neuroimagerie. Cet apprentissage nécessite des exercices d'entraînement réguliers et quotidiens, comme les gammes d'un musicien. Cependant, il requiert aussi de ne pas être seulement une technique, mais un état d'esprit face aux événements de vie. D'abord accepter ce qui est, avant de décider de le changer. Et enfin, d'appliquer aux exercices de méditation eux-mêmes les principes de l'acceptation. Accepter que certains jours, on ait du mal à méditer. Considérer que même ces exercices ne doivent pas être perçus comme ratés, ce serait tomber dans le jugement, mais faire simplement le constat qu'il a été difficile de méditer à ce moment. Savoir que même ces moments font progresser et qu'ils sont utiles, ils servent à accepter ce qui nous paraît a priori raté. Cette capacité peut ensuite être utilisée dans différents contextes. Méditer alors que l'on n'a pas de problème particulier, pour cultiver l'aptitude. Méditer face à des situations douloureuses, pour désamorcer, si possible, le trop-plein d'émotions. Méditer face aux problèmes existentiels, vie, mort, souffrance, séparation. Quel rapport entre contrôle de l'attention et estime de soi? Il semble bien que l'entraînement à la méditation de type pleine conscience facilite les capacités d'autorégulation psychologique et améliore l'équilibre de la balance émotionnelle positive, phénomène favorable à l'estime de soi. Il facilite aussi de manière indirecte le sentiment de cohérence personnelle, self-concordance, qui consiste à améliorer la continuité entre ce que l'on ressent de manière implicite et ce que l'on exprime de manière explicite. Il permet enfin de s'exercer, quotidiennement, aux attitudes de non-jugement et d'acceptation, dont nous avons vu qu'elles étaient si précieuses pour l'équilibre de l'estime de soi. Ainsi, lors des exercices de méditation, on recommande bien de ne pas attacher d'importance au fait que la séance soit réussie ou ratée. Cette attitude renforce régulièrement le logiciel mental, ne pas juger et accepter ce qui est. De façon étonnante, enfin, ces techniques se sont montrées efficaces lors de plusieurs études dans bon nombre de troubles émotionnels sévères, comme la dépression, où l'esprit des patients est esclave de leurs pensées et affects négatifs, et où l'un des phénomènes cliniques observés, en plus de l'effondrement de l'estime de soi, est qu'ils n'arrivent plus à contrôler leur vie intérieure, totalement envahie par de sombres ruminations. Il est probable que les mécanismes de cette efficacité se situent du côté d'une capacité accrue à observer et à réguler le mouvement de ses pensées et de ses émotions. Mais la méditation permet aussi de multiplier ces instants où l'esprit est tout entier absorbé dans une activité, ce qui écarte alors au moins transitoirement les préoccupations à propos de soi et représente également autant de séquences de désactivation des boucles d'auto-aggravation de la maladie dépressive. Je me déprime de me voir déprimé. Pas seulement une technique, une façon d'être au monde. Méditer n'est pas une évasion, mais une rencontre sereine avec la réalité, nous apprennent les maîtres en méditation. Le but de la méditation n'est pas seulement d'améliorer le bien-être ou de faciliter l'estime de soi. Il est aussi de densifier l'existence. Et pas seulement d'être pratiqué lors d'exercices parenthèses, mais de devenir une manière d'être. D'où l'intérêt d'étendre l'attitude de conscience à l'instant à tous les aspects de notre vie.
cela va nous donner de l'autonomie par rapport aux distracteurs si fréquents de notre quotidien qui représentent autant de vols d'attention, de larcin de nos capacités psychiques. Songez à tout ce temps de vie passé à regarder des émissions télévisées stupides ou à lire des messages publicitaires inutiles. Le but n'est pas tant de les supprimer, impossible, que de s'en distancier et de retrouver une liberté d'action par rapport à eux. Les exercices les plus souvent recommandés sont, par exemple, de prendre l'habitude de ne faire qu'une chose à la fois. Ne pas écouter la radio en conduisant, ni lire mon courrier en téléphonant, ni manger en regardant la télé. Parfois même, souvent si possible, ne rien faire. Ne rien faire est devenu une des activités, car c'en est une si on l'exécute en pleine conscience, les moins pratiquées. Par exemple, le soir, ne pas s'emparer d'un livre à finir ou d'une revue à lire, mais juste se coucher et observer le plafond, regarder passer ses pensées, sans chercher à résoudre les problèmes, à planifier le lendemain, à comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui, juste regarder passer ses pensées qui vont et viennent, prêter attention à sa respiration. Pratiquez régulièrement l'exercice du rien que. Rien que marcher, regarder ces nuages, laver cette vaisselle, arracher ces mauvaises herbes, écouter cet oiseau ou cet ami étendre le linge. Rien qu'attendre le bus, regarder défiler le paysage. Rien qu'observer le rythme à la fois changeant et régulier de sa respiration. Être simplement entier et complet dans ce que l'on fait. Ne plus penser ni au moi, ni au pourquoi, ni à l'estime de soi.